Alors, je vous disais un mot tout à l'heure des difficultés que j'avais eues à préparer des cours en espagnol au printemps 2017, parce qu'avec le japonais en même temps, ça ne fonctionnait plus. Mais l'année en 2002, donc 15 ans avant, où pour la première fois, je me préparais à donner des cours pendant un mois à Mexico, on est allé passer un mois l'été au Québec, dans le pays de Francine. Pendant ce temps, comme au Québec, on parle français, pour moi, préparer mes cours en espagnol, il n'y avait aucun problème. C'est vraiment pas du tout le même contact. Et tout en préparant ces cours, je transportais tout le temps mes petites grammaires, bouquins. On est allé faire une aventure, on a été vivre une aventure magnifique. Vous savez que elle est originaire d'Amos. Amos, c'est dans le nord, à 640 km au nord de Montréal, en Abitibi. Et pas beaucoup plus loin vers le nord, il n'y a plus de culture, hein, c'est la forêt, et ça continue. Et vers le nord, la rivière qui passe à Amos, ça, je voulais dire, c'est une ville qui a été fondée par son grand-père. C'est des choses qu'en France, on ne peut pas imaginer. Hein. Et il y avait l'équipement, donc ça. Ouais. Bon. Oui, bien sûr. C'est mon grand-père qui a mis l'électricité. Il était entrepreneur en Syrie, un moulin à scie. Bref, il y a la rivière qui coule là, qui est la Arikana, qui va vers le nord. Et avec les Algonquins qui habitent à Amos, mais sur l'autre rive que le corps principal de la ville, enfin la petite ville, il y a, comment ça s'appelle ? Picogan, à Picogan, qui étaient des amis d'enfance de Francine et de ses frères, puisqu'à l'école, ils faisaient du basket ensemble et tout. Et bon. Donc, l'été 2002, avec une partie d'entre eux, de ces Algonquins, qui avaient lancé depuis peu de temps des descentes de la Arikana en canoë pour des touristes, venant soit du Québec même, soit d'Europe. Les Européens sont très friands de ça, parce qu'ils vont connaître là. Bon. Donc on a fait ça avec les frères de Francine et puis sa cousine. On était je ne sais pas, 6, 8, 6. Et chacun, enfin on était 2 par canoë, accompagné par un descendant de chef indien, hein, et puis son épouse, qui était là pour nous expliquer les choses. Et pendant 4 jours, on a descendu vers le nord. On n'est pas allé jusqu'à la baie James, parce que c'était encore plus loin vers le nord. Mais pendant ces 4 jours, on a pégayé, enfin on descendait, mais quand même, il fallait pégayer. On a inventé un système de voile, et on a inventé le système de voile, mais encore a-t-il fallu inventer un système, et ça c'est notre ami indien, je ne sais plus comment il s'appelait, Norman, oui, Norman. Il a inventé, voilà, les canoës, on les a arrimés 2 à 2 avec des barres transversales pour en faire des sortes de catamarans, et avec la voile au milieu. Et comme ça, on avait un vent du sud qui nous a poussés. C'était des belles aventures. Et pendant ce temps, je préparais mes conférences pour Tu as appris l'algonquin ? Enfin, j'ai appris l'algonquin. Oui, enfin, on a quand même pas de quoi faire des conférences en algonquin. Ça, c'était, comment dire, le côté le plus profond que j'ai connu du Québec.
Parce qu'on est allé vraiment au-delà de la limite des cultures, c'était la forêt, et on en a appris de belles, parce que par endroits, vous voyez de part et d'autre de la rivière, vous voyez une magnifique forêt. En réalité, ça n'est qu'une bande forestière que les compagnies forestières ont laissé et qui ont coupé à blanc ce qui est derrière. Ce genre de choses. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui, ça. Et on a appris plein de choses. Et mangé d'excellentes choses. Hein. On a mangé un animal, un castor. On a mangé un castor. Bon. Ça fait partie de ces découvertes dans la vie. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mangé de la baleine. J'ai mangé de l'ours, mais ça c'était au Hokkaido. Et du castor, c'était au Québec. On a rapporté des bois rongés par un castor. Il n'est plus là, mais il est quelque part dans la maison. Et vous voyez que les castors ont de belles dents. J'ai essayé de faire pareil, mais c'était trop dur. Et pourtant, c'est du bois blanc. Voilà, il y a le ragondin. Alors, le ragondin, il est dans ce livre, Dialogue mésologique sur les bords de l'Yvette, parce que l'Yvette coule près d'ici, on va s'y promener quasi tous les jours, Francine surtout. Elle est là. Et la pensée paysagère... non, ça c'est un autre livre, qu'est-ce que je raconte? Sur les bords de l'Yvette, il s'agissait... L'idée est venue d'un éditeur qui, par la suite, a abandonné l'idée, qui a été reprise par un autre éditeur. Il s'agissait de présenter la mésologie à des jeunes, des lycéens, des collégiens, voire. Bon, en fait, j'ai choisi quand même des lycéens. Il y a des choses. Et je me suis imaginé en dialogue avec ma petite fille, l'aînée de mes petites filles, enfin de mes petits-enfants, puis c'est des garçons, qui est Mélissa. Alors je vous la montre, Mélissa. Elle était lycéenne, elle avait 15 ans, et elle s'est montrée très réceptive au concept de la mésologie. On a discuté un plein bouquin, et voilà. C'est un de mes derniers, mais ça, vous voyez, je ne considère pas ces livres-là comme mes livres principaux. Et ces livres-là, ils essayent de présenter plus facilement, ou oui, de plus accessiblement. Il y a aussi, par exemple, il y a celui-là, la mésologie, pourquoi et pourquoi faire. Ça, c'est un collègue anthropologue de Paris-Nanterre qui m'avait proposé, parce qu'ils avaient une collection pourquoi et pourquoi faire. Hein, c'est pourquoi et pourquoi faire. Il demande à un collègue d'expliquer pourquoi il a fait ça et à quoi ça sert. Donc, il m'avait proposé une conférence et ensuite de développer un peu la conférence pour faire un petit livre. Donc, c'est les presses de l'université Paris-Ouest à Nanterre. Mais ça c'est comme qui dirait, c'est un peu mes mémoires scientifiques, qui sont des mémoires de comment, justement, pourquoi, pour quelle raison, par quelle coïncidence j'en suis venu à faire ce que j'ai fait, et en même temps de présenter les principales idées de manière accessible et concise. Ça, donc c'est un petit livre, c'est pas un de mes gros. Toujours dans les petits, on avait dit un mot tout à l'heure de celui qui avait les conférences que j'eusse dû donner à Lima, que je n'ai jamais donné. Il y a aussi ce glossaire de mésologie que j'ai préparé en une semaine, juste avant le colloque sur la mésologie qui a eu lieu à Cerisy-la-Salle à l'automne 77. Qu'est-ce que je raconte 2017. 77, c'est mon âge. Bon, 2017. Il y a tous les concepts, donc si on peut commencer par ça, si on veut. Et ça aussi, tout ça c'est des petits livres, ça aussi c'est un petit livre. C'est une conférence qui m'avait été... Tiens, c'est justement Ursula Wieser dont on parlait tout à l'heure, qui m'avait invité à donner une conférence sur l'architecture dans le centre de recherche où elle travaille. Elle ne dirige pas le centre lui-même, mais la partie du centre qui s'occupe du paysage. Voilà. Donc ça s'intitule
descendre des étoiles, monter de la Terre, la trajection de l'architecture. La trajection, c'est mon concept central. Et l'expression descendre des étoiles, c'est à partir de... Il y a un jeu de mots au départ. Vous avez déjà entendu le mot starchitect, starchitect. Star, c'est une étoile, un type célèbre. Et c'est des architectes célèbres, c'est-à-dire ceux que tout le monde s'arrache parce qu'on en veut, on en veut. Voilà. Mais starchitect, alors ça c'est un jeu de mots qui remonte à un colloque qui avait eu lieu à l'université de Pennsylvanie, Penn State, au début des années 2000. Oui, parce que justement j'étais au Japon à l'époque et j'étais donc invité juste pour un colloque aux États-Unis. Et j'avais employé le concept de E.T. architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une architecture totalement délocalisée. Vous invitez une vedette et vous lui demandez de faire de l'architecture comme il sait en faire, ici ou là. De toute façon, il va faire son architecture sans se préoccuper. Voilà. Donc, c'est le côté, comment dire, où l'architecte se prend vraiment pour un créateur de monde à lui tout seul. Alors, ça peut marcher. Jusqu'à un certain point, dans une certaine mesure. Par exemple, à Bilbao, parce que j'ai un fils qui habite à Bilbao, et on y est allé une fois ou deux, et là, le fameux Frank Gehry, le musée de Bilbao, là, le Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, qui effectivement a redynamisé l'économie moribonde de cette ex-ville industrielle. Bon, mais architecturalement, c'est vraiment un UFO, hein, Unidentified Flying Object. Comment on dit en français? Une ovni. Un ovni, oui. UFO, en japonais, on dit UFO. Bon, donc, dans le colloque en question, j'avais argumenté l'idée de E.T. architecture, c'est l'architecture E.T. extraterrestre. Mais E.T. architecture, ça fait un peu trop dérisoire, donc je préfère parler de starchitecture. Et c'est l'architecture qui descend des étoiles. Le point de vue de la mésologie, ça n'est pas simplement de reproduire telle quelle l'architecture qu'on appelle vernaculaire, dont le premier chantre a été Bernard Rudowski. C'est un livre paru en 1964, justement 2 ans avant, ou 3 ans avant, que je ne commence à enseigner à l'École des Beaux-Arts côté architecture. Ce livre de Rudowski, publié en anglais, et qui est Architecture sans architecte, Architecture without architects. Architecture, c'était traduit Architecture sans architecte, c'est texto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, c'est un superbe livre d'architecture vernaculaire qui montre leur beauté et leur rationalité, à quoi s'oppose ce à quoi a abouti le mouvement moderne en architecture, c'est-à-dire, comme pour caricaturer, c'est partout la même chose. Comme on a dit, le style international en architecture. Et Rudowski, il a été le premier à montrer vraiment et clairement les qualités de l'architecture vernaculaire. Donc, ça commençait à être connu dans les milieux d'architecture en France, et on se discutait de ça tout le temps quand je commençais à enseigner. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler, et j'étais perdu complètement là-dedans. La charte d'Athènes, et puis il y avait encore les partisans de la charte d'Athènes, Le Corbusier, la charte d'Athènes, et puis il y avait ceux qui avaient ouï dire de Rudowski, et que la vraie architecture, ma foi, bon. La trajection, c'est vraiment une architecture du milieu qui soit capable à la fois de descendre des étoiles, parce qu'il faut qu'il y ait du génie de l'architecte, et ça, il ne va pas le faire en recopiant de l'ancien, mais en même temps, qui ne coupe pas le lien avec la Terre. Parce que
l'esprit même de la mésologie, c'est de ne pas couper les liens dualistiquement avec la Terre. Ça, c'est Descartes. Hein. Je n'ai pas besoin d'un lieu pour être. Et l'architecture moderne, c'est ça. Elle n'a pas besoin d'un lieu pour être. Elle vient, elle se pose. Point. Point. Point barre. Bon. Et ça c'est pas... Ça, alors on vous dira, oui, ça c'est un point de vue, et puis il y en a qui trouvent ça beau. Et tout. Non. C'est condamnable parce que ça participe de toute une attitude qui est justement la déterrestration qui a produit notamment la 6e extinction, donc qui potentiellement veut dire on va se couper la tête. Parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, et l'architecture n'est une forme symbolique de cette déterrestration. Voilà. Donc ça, c'est un plaidoyer contre. Et je répète, il ne s'agit pas de copier l'ancien, il s'agit de faire une synthèse créatrice entre l'un et l'autre. Et en fait, ça rejoint la question de logique du sujet, logique du prédicat, etc. Voilà. Alors, pour terminer, je vais en venir aux traductions. Nous sommes ici à Palaiseau, comme vous voyez, en France, dans un milieu francophone, et étant de plus en plus vieux, depuis longtemps retraité, je n'ai plus aucun budget pour aller au Japon aux frais de la princesse. Je n'y vais que quand on m'invite, donc c'est totalement aléatoire. Et si on m'invite, ça peut n'être que pour quelques jours, et dans ce cas-là, je refuse. Bon, donc ça réduit les chances. J'y vais de moins en moins, et bon. Mais je ne veux absolument pas perdre contact, notamment avec la capacité de parler, parce que si on m'invite, c'est pour faire le lendemain une conférence en japonais. Alors si j'ai oublié le japonais, ça ne va pas. Donc tous les matins, je fais 1 heure ou 2 de japonais en traduction. Et je ne traduis pas n'importe quoi, je traduis des livres qui nourrissent mes pensées en mésologie. C'est pour ça que le premier, ça a été Watsuzi, Fudo, gros livre en français, vous voyez, Fudo, le milieu humain. Le deuxième, ça a été Imanishi, parce que c'était la théorie de la subjectivité dans l'évolution qui rejoint fondamentalement la mésologie, la subjectivité du vivant et ce qui s'ensuit. Le troisième, ça a été celui-ci. Alors, qui est ce monsieur ? Monsieur Hatakeyama. C'est un ostréiculteur qui a eu, il s'est rendu compte, il a à peu près mon âge, juste 1 an de moins que moi. Je l'avais rencontré par le hasard d'un tournage pour la télévision japonaise, des trucs. On était allé faire un tour dans le nord-est du Japon, le Tohoku, et entre autres aller le voir. Donc j'avais fait sa connaissance. C'est un monsieur qui a eu l'idée, il s'est rendu compte que les pêches côtières, la pêche côtière, qui est en contact donc avec la terre, dépend des nutriments qui descendent de la montagne, le Japon c'est montagneux, et pas n'importe quel nutriment, les nutriments qui viennent des forêts de feuillus. Au contraire, celles de conifères ne sont pas bonnes. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, on a reboisé à fond en conifères, parce que ça pousse plus vite, ça rend mieux, ça pousse droit. Total, ça se vend mieux. Bref, pour des raisons tout à fait d'industrie, des raisons industrielles, on a remplacé à tour de bras les feuillus, les forêts de feuillus ou les forêts mixtes par des monocultures de conifères. On en fait partout en France, en Allemagne et tout, et total, c'est des forêts qui crèvent. Bon. Mais ce n'est pas seulement les forêts qui crèvent, qui deviennent plus fragiles devant l'érosion et tout, mais en même temps, ce qui part de là vers la mer appauvrit de plus en plus la mer et donc retentit sur, entre autres, les huîtres. Il s'est rendu compte de ça et il a lancé au début des années 90 un mouvement de reboisement en feuillus. Et il est arrivé à convaincre les gens, et à partir d'un mouvement local, dans la montagne voisine, c'est devenu un mouvement qui s'est étendu petit à petit à tout le Japon,
et en particulier avec un côté didactique, parce que, entre autres, ceux qui y ont travaillé, c'est les enfants des écoles. Dans les cours qu'on appelait autrefois les leçons de choses en France, là, au Japon, on en fait souvent, d'un côté, comme autrefois en France, autant des instituts de jadis, faire des choses avec les mains. Donc leur apprendre l'écologie en allant planter des arbres. Vous voyez ? Il y a Jean Giono, qui a écrit L'homme qui plantait des arbres, dans les années 30, parce que Jean Giono était en fait un précurseur de l'écologie. Et il ne se disait pas écologiste, ni écologue, et encore moins écologue, mais c'est l'idée. L'homme qui plantait des arbres. C'est venu d'un berger, dans Giono, et là, c'est venu d'un ostréiculteur. Donc, j'avais sympathisé avec lui, et je lui avais promis de traduire son livre. Une fois que j'aurais fini de traduire le livre dont je vais parler pour terminer, et qui paraît donc au CNRS dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, parce qu'il a pris un petit peu de retard à cause des grèves. Ça fait prendre une semaine de retard dans les contacts. Bref, enfin, c'est un détail, mais ça a des conséquences. Le livre Logos Elem, j'avais commencé à en parler. Je vous disais, c'est un livre que j'ai rencontré la première fois à l'automne 1974 à Sendai, à la faculté des sciences. Acheté parce que le titre me fascinait. J'avais regardé un peu la table des matières. Oui. Et j'avais lu les premières pages. Je n'y avais rien compris parce que dès la première page, il commence sur une citation de Parménide qui pose des problèmes depuis 2500 ans aux philosophes et aux hellénistes. Et bon, commencer là-dessus. Au bout de 10 pages, j'ai laissé tomber. Et tout en le gardant en mémoire, en me disant un jour, il faudra que je le relise, enfin que je le lise. Et puis, en janvier 2010, un ami paysagiste, Nakamura Yoshio, lui pas Yujiro, c'est Nakamura Yoshio, m'envoie un courriel et il me dit « J'ai trouvé ce livre chez un bouquiniste à Kanda, c'est le quartier des bouquinistes à Tokyo, et ça m'a l'air vraiment intéressant, mais pour toi, moi je n'y comprends pas grand-chose, mais je crois que toi, en tant que mésologue, ça t'intéresserait vraiment, parce qu'il parle beaucoup du milieu. » Elle dit oui. Il me l'envoie, je commence à le lire. Ça, là, 30 ans ayant passé, ça a embrayé vraiment sur mes préoccupations du moment. Et donc, j'ai commencé par le lire, ça m'a pris du temps parce que c'est pas facile. L'année qui a suivi, j'ai donné un de mes derniers séminaires à l'École des hautes études, plusieurs mois là-dessus. Et ensuite, j'ai commencé à le traduire. Ça m'a pris 3 ans. C'était vraiment difficile, par moments, pas tout le temps, mais vraiment. Quand, par exemple, il citait des auteurs en chinois du IVe siècle, en chinois tel quel. En plus, il me cite des koans zen en chinois. Oui. Bon, des koans zen en chinois, alors je ne vous dis pas, heureusement, il y a Internet qui m'a permis de faire des recoupements. On trouve pas mal de commentaires sur des sites de bouddhologie d'ailleurs en japonais ou autres. Et il y avait heureusement pour le principal de ces auteurs zen, enfin ancêtre du zen, parce que c'était Chan en Chine, c'est devenu zen en passant au Japon, qui s'appelle Linti en chinois et Linzai en japonais. Heureusement, les dits de Linti ont été traduits par Demiéville, un grand sinologue. Donc j'avais au moins ça. Mais c'est intraduisible de toute façon. Donc Demiéville, tout en étant un grand sinologue, il s'est planté plusieurs fois. Puis-je dire, en comparant avec ce que des spécialistes japonais, plusieurs générations après Demiéville, peuvent en dire. La science ne cesse d'évoluer. Bref, pas facile.
Je travaillais tous les matins entre 4 et 7, ou 4 et 6. Au moins 2 heures tous les matins pendant 3 ans. Et ça a fini par... Il y a des jours où je traduisais 2 lignes. Je bloquais sur 2 lignes. Des jours où ça marchait bien, je traduisais une page. Voilà. Et bien, ça fait maintenant en français 500 pages. 500 pages. Parce que j'ai été obligé d'ajouter souvent une demi-page de glose pour rendre compréhensible le propos. Et pourquoi ai-je fait ce travail? Parce que ça donne une armature logique à la mésologie. Le propos de Yamauchi, l'auteur, qui est un philosophe, il a commencé par être germaniste, élève de Husserl. Ensuite, il a eu la chaire d'histoire de la pensée grecque à l'université de Kyoto. Il a écrit une histoire de la pensée grecque en 5 volumes. Donc, il pratiquait évidemment la philosophie allemande, la philosophie grecque. Puis, il s'est mis à pratiquer les classiques sanskrit, mais quand même à travers les spécialistes japonais du sanskrit. Mais il commande beaucoup le sanskrit. Et tout ça, moi, géographe au départ, mais c'était exaltant. Et je vais terminer sur le pourquoi, je vous disais, intellectuellement, parce que ça me donnait une armature logique, qui est ce qu'on appelle le tétralemme. Je ne vais pas détailler le tétralemme, mais ça fonctionne sur cette armature-là. Ça permet de prendre en compte, logiquement et ontologiquement, ce que Uexküll a montré du vivant. Et je crois que là, on l'a enregistré tout à l'heure quand je donnais l'exemple du brin d'herbe, qui existait en tant que. Uexküll a été une des grandes sources d'inspiration de Heidegger lui-même, qui lui a consacré tout un séminaire en 29-30. Et chez Heidegger, ça devient vraiment une thèse ontologique. C'est comment quelque chose peut exister en tant que quelque chose. Etwas als etwas. C'est ce als, cet en tant que, qui est le nœud de la question. Et c'est une question très ancienne en fait, qui a été entrevue déjà par Aristote, mais Aristote n'a pas poussé plus loin parce que ça leur a emmené tout à fait en dehors de sa pensée à lui. Mais il avait pressenti le problème. Et moi, je l'ai rapproché des sciences de la nature via Uexküll pour la biologie et de la physique via Heisenberg et via D'Espagna, ce qui me donnait vraiment l'armature nécessaire à toute entreprise intellectuelle aujourd'hui. Elle ne peut pas négliger les sciences de la nature, elle ne peut pas négliger les sciences sociales, elle ne peut pas négliger les cultures étrangères. On ne peut plus penser seulement dans notre cadre. Voilà, c'est cette ouverture à quoi m'a obligé ce bouquin que j'ai rencontré dans ma jeunesse et que je peux exploiter dans ma vieillesse. Et c'est ça la perspective. Ces dernières années, comment ai-je pu aller au Japon? Je vous disais, il faut que je sois invité. Et je l'ai été en particulier par un institut qui n'est pas ancien, il date d'une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, qui s'appelle en japonais le Chikyuken, c'est en abrégé. Mais c'est comme là, c'est leur bulletin en anglais pour le monde entier, pour diffuser, Humanity and Nature, dont l'objet est justement d'étudier la relation entre l'humanité et la nature, la Terre. Voilà. Ça correspond exactement avec la perspective de la mésologie, sauf que beaucoup de ces gens appartiennent soit aux sciences de la nature, soit aux sciences humaines et sociales, et ils ont de la peine à trouver le lien. Le lien, c'est la mésologie qu'ils proposent. Et le présent président du Chikyuken est justement quelqu'un d'ouvert à la mésologie. Et c'est pour ça qu'il m'a invité à plusieurs reprises ces dernières années pour des séjours dont le dernier a duré 4 mois.
C'était en 2018. Donc tout l'automne 2018, on était là-bas. Et là, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. J'ai pu y rester 4 mois parce que le Tikuken m'invitait 3 mois et j'ai, de ma poche, payé un mois supplémentaire parce que j'étais par ailleurs invité à l'occasion d'un prix, le prix Cosmos. Je ne sais pas si j'en ai dit un mot. C'est le prix dont le propos même est de récompenser finalement la même chose, c'est-à-dire une coexistence harmonieuse entre l'humanité et la Terre, et qui a été institué en 90. J'ai eu l'honneur de le recevoir pour l'année 2018. J'ai donc été invité en 2018. J'ai pu rester un mois, qui m'a permis de faire plusieurs conférences, enfin qui m'a astreint, je dirais plutôt, à faire plusieurs conférences dans les principales villes du Japon. Évidemment, le prix étant basé à Osaka, forcément à Osaka, mais aussi à Kyoto, parce que je devais le faire à Kyoto étant à Kyoto. Naturellement, à Tokyo, parce que ça va de soi, l'université de Kyoto tenait à ce que je fasse une. Et puis à Sendai, parce qu'il y avait des liens avec Sendai, historiques. Et puis à Shizuoka. À Shizuoka, qui est la ville de laquelle on peut prendre cette photo, où l'on voit le mont Fuji. Le gouverneur, qui correspond à ce qu'est en France un préfet, sauf qu'au Japon, ils sont élus. Et ce qui correspond à une préfecture ou à un département français, sauf qu'à la tête, il y a une assemblée et un gouverneur, tous élus. Hein, bon, c'est donc un autre système. Le gouverneur, M. Kawakatsu, qui est un collègue d'un autre institut japonais où j'ai eu l'occasion de séjourner 1 an, bon, on se connaissait, lui est historien de l'économie, il m'a invité à donner une conférence à Shizuoka. En fait, c'était toujours la même conférence qui était la conférence de réception du prix. Et à partir de cette conférence que j'ai faite à Shizuoka, en brodant et en étoffant un peu, plus un dialogue, plus un article de lui-même, tout ça, on est arrivé à ce bouquin, qui est intitulé, on va terminer là-dessus vraiment pour le coup, c'est La mésologie berkienne. Voilà, ça existe. Mais c'est en japonais.